Eyes wide shut, c'est un oxymore. Les yeux grands fermés. En gros, en fait, on voit, mais on choisit de pas voir. On me voit, on me voit plus. Donc je vais pas me répéter. Par contre, en me replongeant à nouveau là-dedans, j'ai remarqué quelques autres détails très troublants. Notamment le personnage de Victor Ziegler. Franchement, il est difficile de pas avoir une ressemblance avec un autre type de financier. Parce que Ziegler, c'est pas juste un riche excentrique, c'est un intermédiaire. C'est le lien entre les élites, les politiciens, les milliardaires, les célébrités et ceux qui veulent faire dans l'ombre. Forcément, c'est évident pour moi de qui Kubrick s'est inspiré. Et le moment le plus important du film, c'est à la toute fin, dans le magasin de jouets. C'est là où Bill et Alice discutent, absorbés dans leur propre conversation, et pendant ce temps-là, leur fille Elena s'éloigne tranquillement dans les rayons. Et là, si tu fais attention à l'arrière-plan, tu vois deux hommes qui la regardent. Et c'est pas juste des figurants random, ce sont les mêmes deux hommes qu'on a déjà vus au début, à la soirée de Super Elite chez Ziegler. C'est aussi ceux qui suivent Bill pendant le film. Donc ce sur quoi Kubrick il insiste, c'est que pendant que les adultes parlent, négocient, se mentent à eux-mêmes, les enfants sont déjà ciblés. Donc on voit Elena qui s'éloigne, et elle finit par partir dans la même direction que ces deux hommes. Et ce qui fait flipper, c'est que Kubrick, il te montre pas la suite. Tu sais pas ce qui va se passer. Et ce thème, il est partout dans le film. Il y a cette scène que beaucoup oublient, c'est quand Bill va louer un costume pour accéder à la soirée, et donc le magasin est fermé, mais le proprio finit par ouvrir, et là, Bill tombe sur quelque chose de très dérangeant, c'est qu'il remarque que le propriétaire est en train de vendre sa propre fille à deux hommes riches beaucoup plus âgés. Donc là, c'est même plus de la suggestion, c'est vraiment, il montre. Donc t'as la fille qui est là exposée, t'as les hommes qui négocient, et puis le père accepte. Ah ouais, c'est la marchandise vraiment la plus précieuse. Et c'est exactement ce qui se passe dans ces cercles d'élite dégueulasses. Et Kubrick, il en savait quelque chose, parce que forcément qu'il les fréquentait. Tout simplement parce qu'il vivait parmi eux. Il en avait besoin pour faire ses films. Et ça rend le film encore plus dérangeant. Parce que beaucoup pensent qu'il essayait justement de dire la vérité à travers Eyes Wide Shut. Mais le problème, c'est qu'il en a montré beaucoup trop. Et on se rappelle que Stanley Kubrick est mort 6 jours après qu'il ait montré officiellement son film au producteur. Disons qu'on est sataniste. Plus exactement, on appartient au culte de Baal. Baal est une divinité cananéenne associée à la fertilité. Il fallait que je leur fasse un enfant. Son plan depuis le tout début était que je porte un enfant. Parmi tout ce qui m'est arrivé, Epstein m'a aussi fait passer une sorte d'examen gynécologique. C'était très étrange. J'y ai rencontré beaucoup de scientifiques et il est très probable qu'il m'ait prélevé des ovules pendant que j'étais sur l'île. Eh ben, écoutez, on va aller voir ça en profondeur. Hein, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, on va mettre le petit gant. Et on est parti à l'aventure. Qu'est-ce qu'il fait là? Quoi? Attends, mais il va où comme ça là? Alors, on ouvre grand. Voilà, super. Hop là. Est-ce que tout était sous nos yeux depuis le début? Mais que le monde préférait en rigoler? On entre ici dans une dimension que la grande majorité des médias refusent de couvrir. La première théorie complotiste qui est née dès 2019 après l'inculpation de Jeffrey Epstein, c'est l'idée de l'existence d'un réseau sataniste dont Jeffrey Epstein serait l'un des instigateurs. Elles sont déjà là, ces théories infondées. Dieudonné, dès 2013, vous dénonciez l'existence de réseaux pédocriminels au sein des hautes sphères du pouvoir. Est-ce que les dossiers Epstein aujourd'hui semblent donner un certain écho à vos propos? Quel regard vous portez sur cette évolution? J'aime beaucoup vos questions parce qu'elles me paraissent de tout à fait de... C'est comme ça qu'on a envie d'entendre les journalistes, c'est-à-dire que s'interroger sur des choses qui semblent tellement évidentes. Est-ce qu'ils vont avoir à s'expliquer, ces gens-là? Vous avez violé des enfants, vous avez mangé des enfants, vous avez gagné de l'argent sur des choses qui n'étaient pas possibles, vous avez vendu des entreprises françaises. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez avoir à vous expliquer? Totalement détendu. Je me sens blanc comme neige. Jeffrey m'a dit qu'il travaillait pour la CIA. Et vous savez, la CIA et les services de renseignement israéliens sont très liés. D'ailleurs, regardez un peu pour qui Robert Maxwell travaillait. Il y a beaucoup de liens qu'il tente de cacher. Peu importe la hiérarchie derrière ce couple et les liens tentaculaires qu'il peut y avoir en haut, ce qui est incontestable et bien plus documenté, c'est l'horreur absolue qui se cache vraiment derrière les activités de Ghislaine et Jeffrey. Ce terrier du lapin est vraiment mauvais, profond et sombre. J'ai un peu de mal, un peu de
presque de malaise vis-à-vis de ce discours qui consiste à dire ça nourrit le complotisme. C'est de la poudre de perlimpin. Ce qui nourrit le complotisme, c'est l'absence de justice vis-à-vis de dizaines et de dizaines de victimes de Jeffrey Epstein. Et moi, je pense qu'il faut d'abord, renverser les termes du débat. C'est-à-dire, quelle est cette affaire? Cette affaire, c'est avant tout une affaire de crime sexuel, de criminalité. Et tant qu'on n'aura pas, dans la mesure du possible, puisque l'instigateur de ces crimes, il est mort. Continue pas à nous dire que c'est un suicide. Qu'on n'aura pas fait le plus possible la lumière, bien sûr que ces théories complotistes seront nourries. Mais c'est la responsabilité des démocraties occidentales de répondre à cette demande de justice. On se serre les couilles, les coudes, et voilà. Il y a des gens qui disent qu'il y avait des rituels sataniques dans ce temple. T'es un complotiste? Ma théorie, c'est que c'est juste un temple pour faire joli. Certains explorateurs ont pu se rapprocher au plus près du temple. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Mot de passe, monsieur. Complotiste? Merci, monsieur. Et dans le ranch d'Epstein, il y a des peintures où on voit une cage et à côté des petits-enfants. Ces gens sont des putains de malades. C'est des malades. On peut aussi noter que les statues au-dessus du temple ont été retirées. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Mais certaines statuettes étaient par contre toujours présentes sur l'île. Vu de loin, cet endroit semble être une aire de jeu pour enfants géante. Mais en se rapprochant, on découvre qu'il s'agit d'un immense et étrange cadran solaire encerclé par des bancs colorés. Pas bien compris le message et la symbolique. De nombreux endroits de l'île n'ont pas pu être visités par les explorateurs puisque la sécurité est à chaque fois très vite intervenue. Mais on a pu voir un aperçu de l'intérieur récemment grâce aux éléments du FBI. Jeffrey Epstein avait des décorations très particulières et dérangeantes. Mais aussi un cabinet dentaire avec des masques, ou encore une salle avec une trappe qui mène à une mer infestée de requins, ce qui mène aujourd'hui à se demander à quoi servait cette trappe. Y recevait depuis les années 90 les personnes les plus riches et influentes du monde. Officiellement, cette île leur servait de havre de paix pour passer des vacances coupées du monde en toute sécurité, mais il est aujourd'hui admis que cette île attirait autant parce que son hôte l'a présentée comme l'île où tout est permis. Jeffrey voulait que cette île soit le lieu le plus libre du monde, un endroit sans règles. Il n'y avait aucune limite sur les substances qui y circulaient, qu'elles soient légales ou non. Les fêtes pouvaient durer jusqu'à plusieurs jours, et pour tenir compagnie à ce monde élitiste dans ces soirées interminables, étaient emmenées des jeunes femmes, parfois très jeunes. Une partie d'entre elles témoignent avoir été enfermées contre leur gré sur cette île. Il n'y avait aucune issue pour partir de l'île. Ces gens sont des créatures de l'enfer. C'était évident que je devais faire tout ce qu'il me disait ou il m'aurait tué. Mon nom ne figurait sur aucun des registres de vol. Si jamais je disparaissais, personne n'aurait su ce qui m'était arrivé. J'étais terrifiée et il trouvait ça drôle. Ce que j'ai vécu, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. J'étais morte de peur et je priais pour pouvoir m'en sortir vivante. Ces jeunes femmes se sont retrouvées piégées sur l'île à cause d'un système de recrutement d'une grande perversité qui révèle une manipulation psychologique extrême.
Oui, je sens que je suis une pièce importante. Virginia Giuffre, dont la récente mort mystérieuse Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! intrigue beaucoup, a eu un rôle très important dans l'éclatement des dossiers. J'avais 14 ans. C'est moi? C'est moi. Quand j'ai rencontré Jeffrey Epstein. Et puis elle m'a dit qu'elle ramassait 3 filles par jour pour Jeffrey. J'étais écœurée. J'avais l'impression d'avoir du vomi sur moi. J'avais l'impression que cette odeur ne me quittait pas, que j'étais dans ce métro pour rentrer chez moi. Et j'avais l'impression que tout le monde pouvait sentir cette odeur. Et je savais que quelque chose s'était fissuré en moi pour toujours, dans mon corps, dans mon cerveau, dans ma vie. Et puis, je lui ai dit, mais qui sont ces filles dont tu me parles? Et elle m'a dit, oh, elles ne sont rien. Ce sont des déchets. Elle ne les considérait pas comme des êtres humains. Seulement bien sûr à cette époque, je ne savais pas qu'on parlait d'enfants. Sinon j'aurais prévenu la police. Epstein ne dormait presque pas. Il dormait par intermittence. Il dormait dans une chambre très sombre où il faisait très froid. C'était glacial. Il ne mangeait presque rien. Je ne l'ai jamais vu manger une assiette normale. Jamais. Il y a quelque chose qui cloche et c'est pour cette raison que je pense qu'il n'était pas un être humain normal. Il y a aussi la taille de son pénis qui faisait à peine 3 cm. Je ne dis pas ça pour en rire, mais pour vous dire que cet homme n'est pas normal. Il y avait des vrais signaux anormaux. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails sur ce sujet, mais oui, c'était très petit. En faisant des recherches, j'ai appris que Hitler avait le même syndrome d'ailleurs. J'ai trouvé ça surprenant. Monsieur Epstein, une témoin a déclaré sous serment au service de police que la forme de votre pénis était ovale et qu'il était fin et petit, le qualifiant de forme d'œuf. Ce ne sont pas mes mots. Jeffrey avait une passion, pas comme les autres, l'eugénisme, c'est-à-dire les méthodes et pratiques qui visent à sélectionner le patrimoine génétique de l'espèce humaine. Il était obsédé par la génétique, par l'eugénisme. Il parlait vraiment beaucoup de la sélection génétique et de la théorie de l'évolution de Darwin. Il en parlait vraiment tout le temps. C'était obsessionnel. Il me donnait des livres à lire sur ce sujet. Parce qu'il n'aimait pas mon idée différente. Moi, j'étais plutôt dans la spiritualité, la méditation et la prière. Jeffrey pensait faire partie d'une race d'humains supérieure. Alors il avait comme projet de créer une usine à bébés afin de peupler la Terre de ses enfants. Il voulait transmettre son ADN dit supérieur à l'ensemble de l'humanité.
Le petit tour que j'ai fait m'a beaucoup intéressé. Vous voulez qu'on aille dans un coin plus retiré ?